Il existe des vérités que l'histoire officielle préfère chuchoter, des secrets qui reposent sous des couches de faste et de gloire. Pendant des siècles, les couronnes européennes se sont élevées sur un pacte invisible, rarement prononcé à voix haute. Le pouvoir d'une dynastie ne se forge pas uniquement avec des guerres, des alliances ou des traités. Il se construit avec le sang, avec une lignée qui devait être pure, pure à l'extrême. Et pour préserver cette pureté mal comprise comme un maillon incassable, des actes que la morale rejetterait furent justifiés par la politique. C'est l'histoire de Victoria la Bella II d'Autriche, une enfant née du sang d'un oncle et de sa nièce, une femme offerte comme monnaie d'échange pour sceller un pacte dynastique, un corps livré à la cause de l'Empire, et une vie marquée par la douleur silencieuse de l'endogamie. Elle fut l'enfant la plus portraiturée d'Europe. Son image immortalisée par le pinceau de Diego Velázquez. Les Ménines, le chef-d'œuvre du siècle d'or espagnol, n'est pas seulement un portrait de cour. C'est une fenêtre sur un monde où une petite princesse devint le symbole d'un système entier, destiné à l'autodestruction. Et tandis que son visage souriant ornait les salons royaux et les musées du futur, Victoria la Bella II souffrait, se taisait et obéissait. Notre histoire commence en 1651, à Madrid. Le palais royal des Habsbourg est enveloppé de protocoles, de règles et de murmures. Une enfant naît, Victoria la Bella II. Mais ce n'est pas une naissance ordinaire. Son arrivée n'est pas célébrée par amour, mais pour ce qu'elle représente. Elle est la fille de Philippe IV d'Espagne et de sa nièce Mariana d'Autriche. En d'autres termes, la fille d'un inceste soigneusement calculé, non par luxure, non par perversion, mais par stratégie. Les Habsbourg ont dominé l'Europe pendant des générations. Des terres froides du Saint-Empire aux côtes ensoleillées de la péninsule ibérique. Leur empire s'étendait comme un réseau invisible de pouvoir. Mais ce pouvoir avait un prix, la nécessité constante d'assurer la dynastie. Se marier en dehors de la famille signifiait perdre de l'influence. Se marier à l'intérieur signifiait hériter non seulement des titres, mais aussi des maladies, des difformités et des destins marqués par la génétique. Dès sa naissance, Victoria la Bella II fut un symbole, un emblème vivant du pacte entre deux branches du même sang. Son enfance fut entourée de luxe, certes, mais aussi d'un profond confinement. Chaque pas, chaque geste, chaque sourire était mesuré, contrôlé, surveillé. Elle était adorée, mais non pas pour ce qu'elle était en tant que personne, mais pour ce qu'elle représentait pour la stabilité du trône. À 3 ans déjà, elle posait pour Velázquez. Son visage angélique cachait les premiers symptômes d'une santé fragile. Son corps, bien que vêtu de soie, commençait à porter le poids d'une consanguinité qui ne pardonne pas. Sa mère, Mariana, surveillait tout avec une rigidité presque fanatique. Et son père, Philippe IV, bien que distant, savait que sa petite était un joyau diplomatique. Mais tandis que les portraits voyageaient vers d'autres cours pour montrer la beauté et la noblesse de l'enfant, les décisions les plus importantes concernant son avenir étaient prises dans des cabinets sombres, loin de ses oreilles. Si vous aimez percer ces mystères historiques, pourquoi ne pas aimer la vidéo tout de suite? Cela aide beaucoup la chaîne. À 6 ans, on parlait déjà de son mariage. Le candidat, son oncle maternel, Léopold Ier du Saint-Empire romain germanique, c'est-à-dire son deuxième oncle. Léopold était lui aussi le fils d'un oncle et de sa nièce, tout comme elle. Il était le fruit de la même logique, maintenir le pouvoir dans un cercle si fermé que le sang pouvait à peine respirer. La proposition ne fut ni romantique, ni même affectueuse. Ce fut un traité. Un accord politique scellé par des sourires figés et des lettres cachetées de « c'était rouge ». Durant les années suivantes, Victoria la Bella II fut éduquée non pas pour être libre, mais pour être épouse. On lui enseigna à broder, à jouer d'un instrument, à réciter des vers, à marcher avec grâce, à cacher la douleur. Car être princesse n'était pas une bénédiction, c'était une fonction, un rôle, une charge déguisée en privilège. Lorsqu'elle eut 13 ans, les préparatifs du mariage s'accélérèrent. Des portraits d'elle furent envoyés à Vienne. Pas de lettres personnelles, pas de récit sur son caractère.
Seulement des portraits, car la seule chose qui importait était son apparence et son sang. Elle n'était pas une personne, elle était une garantie dynastique. Le voyage à Vienne ne fut pas seulement un déplacement physique. Ce fut un adieu à son enfance, à son foyer, à tout ce qu'elle connaissait. Elle voyagea escortée, protégée, observée, mais seule, très seule. À 15 ans, elle arriva dans une cour inconnue, avec une langue différente, une culture distincte et un époux qui, bien que son oncle, lui était un complet étranger. Le jour de ses noces fut présenté comme une célébration. Mais ce qui se produisit réellement fut un transfert. Victoria la Bella II cessa d'être le joyau de la couronne espagnole pour devenir la pièce de dentelle parfaite pour orner le trône impérial. Son corps était jeune, mais il commençait déjà à ressentir les ravages d'un héritage. Et ainsi commença une nouvelle phase de sa vie, une phase où l'amour n'avait pas sa place, où le devoir était la seule boussole. Victoria la Bella II commença à avoir des enfants, l'un après l'autre, 6 grossesses en seulement 7 ans. 4 de ses enfants moururent en bas âge. Un naquit mort-né. Une seule fille survécut. Les médecins parlaient de faiblesse physique, de problèmes héréditaires, de l'impossibilité pour son corps fragile, depuis l'enfance, de résister à l'exigence de donner des héritiers à un empire construit sur des générations de sang viciés. La profondeur de cette histoire est surprenante, n'est-ce pas? N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications de nouvelles vidéos. Sa santé se détériora rapidement. Elle souffrait de douleurs constantes, d'évanouissement, de fatigue extrême. Et pourtant, on attendait d'elle qu'elle remplisse son devoir, qu'elle ne se plaigne pas, qu'elle meure lentement, avec dignité. Mais ce n'était pas seulement le corps qui se brisait. Son esprit aussi se brisait. L'enfant des Ménines, celle qui semblait si pleine de vie, avait disparu. À sa place, il y avait une jeune femme vieillie par la responsabilité, par les pertes, par la solitude. Et pourtant, Victoria la Bella II continua, car elle n'avait pas le choix, car c'est ainsi qu'on enseignait aux reines, à obéir, à souffrir, à tout sacrifier pour un nom de famille, le nom des Habsbourg. Un mot qui pesait plus lourd que n'importe quelle couronne, plus que n'importe quelle loi ou sentiment. Victoria la Bella II le portait non seulement comme un bouclier, mais comme une chaîne. Chacun de ses mouvements était projeté pour protéger cet héritage, même lorsque son corps se détruisait de l'intérieur, même lorsque son âme se flétrissait peu à peu. Les lettres qu'elle envoyait à sa mère depuis Vienne étaient toujours mesurées, respectueuses, polies. Mais si nous les lisons entre les lignes, nous découvrons un cri silencieux. Elle parle d'obligation, de santé brisée, d'enfants morts, mais jamais d'amour. Il n'y avait pas de place pour l'amour dans ce monde de marbre et de protocoles. Léopold, son époux et oncle, n'était pas un homme cruel, mais il n'était pas non plus un homme affectueux. Il la voyait comme un symbole, comme une obligation accomplie, comme une compagne de dynastie. Ils ne partageaient pas leur langue maternelle, ni leurs coutumes, ni leurs souvenirs. Ils ne partageaient que le sang, un sang si similaire que leur code génétique était presque des miroirs. Le résultat, faiblesse, infertilité, maladies héréditaires qui s'accumulaient génération après génération. Dans les portraits postérieurs à son mariage, Victoria la Bella II ne ressemble plus à la fillette souriante de la cour espagnole. Son visage s'affine, ses yeux s'enfoncent, sa posture révèle la fatigue. Et pourtant, elle continue d'apparaître lors des cérémonies, des naissances, des fêtes de cour. Toujours impeccable, toujours disponible, toujours silencieuse. Elle devint impératrice consort du Saint-Empire romain germanique. Mais ce titre ne lui apporta pas de pouvoir réel. Ce fut une couronne symbolique. La vraie fonction de Victoria la Bella II restait la même, enfanter. Enfanter des enfants sains qui assureraient la continuité des Habsbourg. Mais le destin ou la génétique avait d'autres plans. Sa deuxième grossesse se termina par une perte. La troisième aussi. La quatrième donna naissance à un enfant qui mourut quelques jours plus tard. Chaque accouchement laissait des séquelles physiques, mentales. La douleur était constante, invisible, inacceptable. Car une reine ne devait pas se plaindre, elle ne devait pas montrer de faiblesse, elle devait endurer. Et elle endura.
même lorsque ses jambes ne répondaient plus fermement, même lorsqu'elle ne pouvait plus marcher sans aide, même lorsque son visage commençait à pâlir et que sa peau devenait translucide. Les médecins savaient que sa santé se détériorait rapidement, que la consanguinité la détruisait de l'intérieur. Mais personne ne disait ce que tout le monde savait, que Victoria Labella II était le dernier maillon d'une chaîne génétique qui s'effondrait. Cette histoire vous fait réfléchir sur ce qu'est le pouvoir, n'est-ce pas? Si oui, partagez cette vidéo avec vos amis afin que davantage de personnes puissent la connaître. L'histoire de Victoria ne fut pas unique dans sa famille. Son frère, le futur Charles II d'Espagne, né des mêmes parents incestueux, fut peut-être l'exemple le plus extrême du prix de l'endogamie. Un corps déformé, des problèmes mentaux, une infertilité absolue, une ombre de roi qui pouvait à peine se tenir debout. Mais Charles fut roi, Victoria fut épouse, et l'histoire fut moins cruelle avec lui qu'avec elle, car dans les cours royales, l'échec d'un homme pouvait être caché sous le faste du pouvoir, mais l'échec d'une femme, cela se mesurait en enfants morts, en corps usés, en visages sans joie. Victoria Labella II fut victime d'un système qui la dévora avec délicatesse, avec la douceur d'une cérémonie, d'une robe brodée, d'un bal de cour. Dans les dernières années de sa vie, elle ne participait plus aux grands événements, elle se montrait à peine en public. Sa voix devenait plus faible. Ses poumons luttaient pour respirer. Son cœur commençait littéralement à défaillir. Elle avait moins de 21 ans, mais son corps semblait celui d'une vieille femme. À 21 ans, elle mourut. Elle mourut sans scandale, sans rébellion, sans cri. Elle mourut comme elle avait vécu, en silence, comme une pièce de plus dans l'engrenage Habsbourg. Ses funérailles furent fastueuses, solennelles, impeccables. Les chroniques les décrivent comme un hommage digne d'une impératrice. Mais derrière chaque fleur, chaque chant, chaque geste protocolaire, il y avait une vérité brutale. Victoria Labella II avait été sacrifiée. Et tout le monde le savait. Ses portraits demeurent, surtout celui des Ménines, où nous la voyons encore comme une enfant lumineuse au centre de la scène. Mais cette image est une illusion, un masque, car la vraie Victoria était brisée dès le début. L'endogamie chez les Habsbourg ne fut pas un hasard. Ce fut une décision politique systématique, maintenue pendant plus de 2 siècles. Des oncles épousant des nièces, des cousins avec des cousines, des pères arrangeant des mariages avec des filles de leur propre sang. Tout pour maintenir le nom de famille, tout pour que le pouvoir ne se dilue pas entre familles étrangères. Mais cette obsession eut des conséquences. Mutations génétiques, maladies incurables, fertilité réduite, troubles mentaux, et surtout des vies entières marquées par la souffrance. Et tandis que Victoria Labella II gisait enterrée sous des tonnes de marbre impérial dans les couloirs de Vienne et de Madrid, de nouveaux mariages commençaient à se préparer. De nouvelles jeunes filles seraient envoyées dans des cours lointaines. De nouvelles alliances seraient forgées avec du sang partagé, car la mort d'une princesse ne signifiait pas la fin du système. C'était seulement un signe qu'il fallait recommencer avec plus de soin. Pas encore abonnés, rejoignez notre communauté et découvrez d'autres histoires fascinantes comme celle-ci. Mais quelque chose commençait à changer. Des voix médicales commençaient à lancer des alertes. Les registres de mortalité infantile chez les Habsbourg étaient alarmants. Les portraits montraient des générations entières, avec des mâchoires déformées, des yeux tordus, des corps chétifs. Les rumeurs commençaient à circuler. Ce sang si pur ne serait-il pas en réalité un poison silencieux? Le cas de Victoria Labella II devint, avec le temps, l'un des symboles les plus clairs de la dégénérescence génétique provoquée par l'endogamie dynastique. Non pas parce que son histoire était exceptionnelle, mais parce que son image était restée fixée à jamais dans l'art, dans les musées, dans les livres. Parce que tout le monde connaissait son visage, mais presque personne ne connaissait sa tragédie. Et tandis que les empires européens continuaient à répéter les mêmes erreurs, génération après génération, Victoria Labella II devenait un avertissement muet, un signe que peu de gens voulurent lire, car le pouvoir, lorsqu'il devient obsession, est capable d'ignorer même la plus évidente des vérités biologiques.
Mais la fin de Victoria ne fut pas la fin de l'histoire, car le système qu'il avait sacrifié avait encore des cartes à jouer, de nouvelles alliances, de nouveaux enfants, de nouvelles femmes élevées dès l'enfance pour servir un nom. Il y avait quelque chose de profondément pervers dans la logique des monarchies européennes. La femme n'était pas une personne, elle était un pont, un corps destiné au croisement des lignées, au scellement des pactes, au sacrifice pour des raisons qu'elle n'aurait jamais choisies elle-même. Victoria la Bella II ne fut pas la seule, ni la dernière. Sa mort ne fut qu'un épisode de plus dans une chaîne de décisions froides, où l'arbre généalogique était traité comme une formule mathématique. Et comme toute formule mal appliquée, elle commença à échouer. Mais pour comprendre à quel point la tragédie s'est approfondie, il faut regarder au-delà de Victoria. Il faut observer ceux qui sont venus avant et ceux qui viendraient après. Pendant des siècles, les Habsbourg ont maintenu une stratégie implacable. Se marier entre eux était une tradition et un outil. Les titres, les territoires, les possessions, tout devait rester à la maison. Mais le sang ne s'hérite pas comme une propriété. Il se mélange, il s'affaiblit, il se corrompt. Les symptômes n'apparurent pas immédiatement. Au début, la famille royale semblait juste un peu particulière. Lèvres proéminentes, tête grande, corps svelte et fragile. Puis vinrent les difficultés à marcher, à parler, à respirer. Et finalement l'infertilité. Le cas de Charles II, frère de Victoria, est l'exemple le plus extrême des effets cumulatifs de l'endogamie. Dès sa naissance, il était évident que quelque chose n'allait pas. Il ne parla pas avant l'âge de 4 ans. Il ne marcha pas seul avant 8 ans. Son corps était maladroit, faible, plein de spasmes. Sa mâchoire, aussi prononcée que dysfonctionnelle, l'empêchait de mâcher normalement. Mais surtout, son esprit n'était pas clair. Il confondait le présent et le passé. Les idées lui échappaient. Il était facilement manipulable, émotionnellement instable. Charles II fut roi d'Espagne, mais il ne gouverna pas. Ce fut une marionnette entre les mains de ministres, de parents, de confesseurs et d'ambassadeurs. On l'entoura de tuteurs, de médecins et de guérisseurs. On lui appliqua des saignées, des exorcismes, des breuvages, des prières. Rien ne fonctionnait, parce que sa maladie n'était ni du corps, ni de l'âme. C'était de la lignée. Il ne pouvait pas avoir d'enfants. Il ne pouvait pas laisser de descendance. Et cela déclencha la panique dans les cours européennes, parce qu'un roi stérile était une bombe à retardement. Qui hériterait de l'Espagne? La France? L'Autriche? Le Vatican? Chacun commença à avancer ses pions. Et ainsi, une dynastie qui s'était renforcée en évitant de mélanger son sang avec celui d'autres maisons se retrouva désormais isolée, malade, en décadence. Vous avez aimé la vidéo? Laissez un like et aidez à répandre la connaissance de cette partie intrigante de l'histoire. Mais revenons à Victoria, car bien qu'elle soit morte jeune, sa lignée ne s'arrêta pas là. Sa seule fille survivante, Maria Antonia d'Autriche, fut aussi victime de cette logique. Son destin fut le même, épouser un Habsbourg, un cousin, un autre maillon dans la même chaîne, et comme on pouvait s'y attendre, elle mourut jeune aussi. Elle laissa aussi des enfants malades. Elle fit aussi partie d'un système qui ne savait pas ou ne voulait pas s'arrêter. Le plus terrifiant de toute cette histoire n'est pas la maladie, ni la mort, ni la souffrance, c'est la normalisation. Les cours savaient ce qui se passait. Les médecins mettaient en garde contre les risques de consanguinité. Les conseillers voyaient les schémas, mais personne ne voulait briser le cycle, parce que le briser signifiait partager le pouvoir. Et cela, pour les Habsbourg, était inconcevable. L'endogamie n'était pas une erreur, c'était une politique. Et comme toute politique maintenue pendant des siècles, elle devint une tradition. Et comme toute tradition incontestable, elle devint une tragédie. Mais il y avait plus, beaucoup plus. Les documents privés de la cour révèlent que certains membres de la famille savaient ce qui se passait. Il y a des lettres d'archiducs et de reines préoccupés par les mariages qui étaient prévus. Il y a des rapports médicaux qui avertissent que les nouveau-nés présentent des faiblesses préoccupantes. Il y a des confessions qui décrivent des difformités à la naissance. Et pourtant, tout a continué. L'histoire de Victoria la Bella II
résonne parce qu'elle est visible, parce qu'elle est peinte, parce que nous la voyons. Mais et les autres, et celles qui sont mortes en couches, en silence, loin des portraits officiels, et les jeunes filles mariées à 12 ans à des hommes de 40, juste pour unir deux branches du même arbre malade. Elles aussi furent victimes de ce nom de famille. Les Habsbourg, qui dominèrent l'Europe pendant des siècles, construisirent leur empire sur des pactes de sang, littéralement, et ce sang devint leur condamnation. Au XVIIe siècle, la décadence était indéniable. Les nouvelles générations de la famille naissaient plus faibles. Les grossesses se terminaient par des fausses couches spontanées. Les corps étaient incapables de résister aux maladies courantes. Et la peur commença à s'infiltrer entre les murs dorés du palais. Le peuple commençait à murmurer, des rumeurs de malédiction, de châtiments divins, de sorcellerie. Mais ce n'était pas de la magie, c'était de la génétique, c'était de la science. Bien que personne à la cour ne voulût l'appeler par son nom. Le portrait des Ménines, où Victoria la Bella II apparaît entourée de serviteurs, d'artistes et de courtisans, est aussi une métaphore de sa vie. Tout le monde l'observe, tout le monde tourne autour d'elle, mais personne ne la voit vraiment, personne n'entend sa voix, personne ne perçoit la douleur derrière son sourire figé, et il en fut de même pour sa descendance, pour sa lignée, pour la dynastie entière. Pour le monde extérieur, les Habsbourg étaient au pouvoir, élégance, grandeur, mais à l'intérieur des palais, il y avait le silence, la maladie, la mort prématurée. Il y avait des jeunes filles obligées de mûrir en quelques mois. Il y avait des jeunes femmes transformées en pièces d'échecs humaines. Il y avait des épouses livrées à des hommes qui partageaient plus d'un grand-père. Et tout cela pour ne pas perdre le nom de famille. Mais même les empires les plus puissants ont une limite. Même les stratégies les plus calculées, lorsqu'elles se heurtent à la biologie, finissent par s'effondrer. Et l'effondrement était plus proche que quiconque ne l'imaginait. La mort de Victoria la Bella II ne clôtura pas une phase. Ce fut seulement un autre écho dans une symphonie de décadence, car tandis qu'à Vienne et Madrid, on priait encore des messes pour le repos de son âme, le poids de son héritage commençait déjà à se faire sentir sur les corps de ceux qui venaient après. Le sang des Habsbourg, si soigneusement préservé, était déjà un poison lent et silencieux. N'oubliez pas cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de notre voyage vers la connaissance. Les médecins de l'époque, bien que limités par les connaissances scientifiques de l'époque, commencèrent à remarquer des schémas. Le visage allongé, le menton proéminent, la langue trop grande pour une bouche qui ne pouvait se fermer. C'étaient des signes répétés chez les nouveau-nés. Mais le plus inquiétant n'était pas ce qui se voyait. C'était ce qui ne pouvait pas fonctionner à l'intérieur. Cœur faible, cerveau qui ne se développait pas, systèmes immunitaires fragiles, organes mal formés. Charles II d'Espagne, frère de Victoria, vécut 39 ans. Un miracle étant donné ces conditions, ou une lente torture selon le point de vue. Son corps était un champ de bataille constant entre infection, convulsions et délire. Son infertilité ne fut pas seulement un drame personnel. Ce fut une crise d'État, car sans héritier, l'avenir de l'Empire ne tenait qu'à un fil, et ce fil était fait de trahison, de conspiration et de diplomatie désespérée. Le roi était incapable de gouverner par lui-même, et cela signifiait que les vraies décisions étaient prises par d'autres. La reine-mère Mariana d'Autriche, sœur de Victoria la Bella II, gouverna en son nom d'une main de fer. Les ambassadeurs de France et d'Autriche offraient des pots de vin, des faveurs et des promesses pour influencer le testament royal. Les médecins royaux étaient manipulés, les décisions du roi rédigées par d'autres, et Charles ne faisait que signer. Aidez-nous à continuer à percer ces secrets. Laissez votre like et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Dehors, le peuple mourait de faim. L'Espagne avait perdu sa force navale. Son économie était ruinée. Ses colonies commençaient à se rebeller. Mais le plus dramatique était le sentiment que l'âme de la monarchie se vidait. La gloire des Habsbourg, la dynastie qui régna autrefois sur la moitié du monde, était réduite à une figure chétive qui crachait du sang, souffrait de convulsions et balbutiait des prières au bord du délire. Et pourtant, le système insistait. Pourquoi ?
parce que le pouvoir absolu a besoin de mythes. Et l'un des mythes les plus durables fut celui du sang pur. La croyance que la légitimité ne vient pas du mérite, ni de l'amour du peuple, ni de la justice, mais de la lignée. Plus elle est fermée, plus elle est pure. Plus elle est pure, plus elle est sacrée. Et plus elle est sacrée, plus la souffrance est justifiée. À ce moment-là, l'inceste n'était plus simplement une stratégie politique. Il était devenu une sorte de religion, un dogme non écrit. Les familles royales ne préservaient pas seulement leur sang par commodité, mais elles le faisaient parfois, une fois malade, toxique, insatiable. Le cas de Victoria la Bella II et de ses descendants révèle que la tragédie ne résida pas uniquement dans les gènes. Elle résida dans la structure de pouvoir qui transforma la souffrance en destin, dans une logique perverse qui exigeait des sacrifices humains, non pas sur des autels, mais sur des lits royaux, des accouchements interminables, des corps déformés, des enfances sans jeu, des jeunesses marquées par le devoir, et au final, le silence, de nombreux silences. Car ces douleurs furent rarement racontées, elles furent cachées dans des lettres privées, dans des journaux détruits, dans des corps enterrés loin de la cour. L'image devait être préservée, la dynastie devait paraître forte, même lorsqu'elle pourrissait de l'intérieur. Un des symboles les plus crus de cette décadence fut le fameux menton des Habsbourg, une difformité mandibulaire, fruit de générations d'inceste. Mais cette mâchoire proéminente n'était pas seulement un trait physique, c'était un signal, une marque de l'obstination, un rappel constant que la grandeur construite à tout prix, tôt ou tard, s'écroule sur ceux qui la soutiennent. Dans le cas de Victoria la Bella II, la souffrance ne fut pas seulement physique, elle fut aussi émotionnelle. Séparée de son pays, devenue mère adolescente, enterrant des enfants l'un après l'autre. Obligée de garder le sourire pour les portraits et les audiences. Son âme mourut probablement bien avant son corps, et sa fille, Maria Antonia, répéta le schéma, et le fils de celle-ci, Joseph Ferdinand, aussi, jusqu'à ce que la lignée s'éteigne. Mais le plus inquiétant ne fut pas la fin, mais l'aveuglement qui précéda la fin, le refus catégorique de changer de cap, l'obsession de maintenir les apparences, la peur de la différence. L'incapacité d'accepter que l'amour, le vrai, ne naît pas d'un mandat, que le pouvoir ne se transmet pas par le sang, mais par la justice. Pendant ce temps, les peuples continuaient à payer par des impôts, des guerres, la faim. Les corps des rois et des princesses étaient sacrifiés, oui, mais les corps des paysans, des soldats et des marginaux étaient aussi consommés par le même système. Un système qui confondait l'éternité avec la répétition, qui confondait la divinité avec la maladie. L'histoire de Victoria la Bella II n'est pas seulement un chapitre du passé, c'est un avertissement, un miroir, une blessure ouverte. Et dans ce miroir, il reste encore à voir le reflet d'une vérité plus profonde. Une vérité qui fut ignorée pendant des siècles. Que se passe-t-il lorsque le pouvoir transforme le corps en un territoire occupé? Que se passe-t-il lorsque la politique envahit jusqu'à l'utérus? Où est la dignité lorsque même l'amour devient stratégie? Les réponses n'ont pas encore fini de se révéler. L'histoire ne s'arrête pas avec la mort d'une reine. Elle traîne, elle se cache, elle se réinvente. Après la chute de Victoria la Bella II, ce qui a suivi n'a pas été une correction de cap, mais une répétition plus désespérée. Un cycle qui semblait condamné à se dévorer lui-même. L'obsession de la pureté dynastique non seulement a persisté, mais est devenue plus violente, plus irrationnelle, plus inflexible. Au cœur de la cour, entre des couloirs décorés de marbre et de tapisseries représentant des conquêtes passées, la pourriture était palpable. On n'en parlait pas à voix haute, mais tout le monde le savait. Les servantes le voyaient dans les vêtements ensanglantés des parturientes royales. Les médecins le savaient par les accouchements interminables, par les corps infantiles qui naissaient déformés ou mouraient avant de marcher. Les religieux l'intuitissaient lorsqu'ils confessaient des reines désespérées qui demandaient pardon d'avoir haï les enfants qu'elles devaient aimer. Mais personne n'osait briser le cercle. Pourquoi ne pas arrêter l'inceste? Pourquoi ne pas ouvrir le sang royal à d'autres maisons nobles, à d'autres territoires, à de nouvelles possibilités?
La réponse est brutale, parce que le faire, c'était admettre l'erreur. Et l'orgueil des puissants ne permet pas d'admettre les erreurs. De plus, la foi en la lignée n'était pas simplement une tradition, c'était une stratégie de domination. Si le peuple croyait que les rois étaient différents, presque divins, au-delà de la portée humaine, alors leur droit de gouverner était justifié. C'est pourquoi l'endogamie, dans son délire, servait un but, maintenir cette illusion de supériorité absolue. Pendant ce temps, les corps féminins continuaient d'être un champ de bataille. Les jeunes princesses étaient éduquées dès l'enfance pour obéir, sourire et saigner en silence. On leur apprenait à marcher avec grâce, à broder des mouchoirs, à prier avec dévotion, mais jamais à dire non. Leur volonté était sans importance. L'important était leur matrice. Leur utilité résidait dans leur capacité à enfanter, à reproduire le nom de famille, à assurer la continuité du système. Et si elles n'y parvenaient pas, elles étaient remplacées, réduites au silence. Malades, folles, beaucoup ont fini ainsi, enfermés dans des couvents, plongés dans la mélancolie, dévorés par des maladies nerveuses que nous appellerions aujourd'hui dépression, anxiété, troubles post-traumatiques. Mais à l'époque, on leur donnait un autre nom, hystérie, faiblesse féminine, volonté insuffisante pour plaire à Dieu. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que cette histoire vous a captivé. Ne partez pas sans avoir aimé et vous être abonné à la chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Victoria la Bella II, même dans sa mort, fut utilisée comme symbole. Ses portraits continuèrent d'être accrochés dans les salons viennois. Son visage de porcelaine, sa taille oppressée par des corsets impossibles, son regard figé dans une innocence feinte, continuait de dire au monde « Ici, il y eut une reine. Ici, le devoir fut accompli. » Mais personne ne parlait de ses os brisés, des accouchements ratés, des enfants morts, des lettres qui ne sont jamais arrivées, des cris dans les nuits sans lune. Sa fille, Maria Antonia, vécut une enfance marquée par la mort, une mère malade, des frères qui disparaissaient, un environnement où l'amour était une formule vide et la tendresse une faiblesse punie. Elle grandit sous le regard strict de grands-parents qui exigeaient de la contenance et de clercs qui dictaient des pénitences avant ses 10 ans. Et pourtant, elle fut envoyée au mariage avec la même froideur que sa mère, pour suivre l'héritage, pour maintenir le nom de famille, pour que le nom de famille ne meure pas, mais le nom de famille mourait de l'intérieur. Chaque tentative de le conserver l'affaiblissait, chaque union entre cousins, chaque grossesse forcée, chaque mort précoce. Ce n'était pas un châtiment divin, c'était la biologie, c'était la logique, c'était un destin maudit. Et ici émerge un paradoxe terrible, plus les héritiers étaient fragiles, plus la structure devenait cruelle. Comme si, voyant son œuvre s'effondrer, le système s'accrochait avec plus de force au seul pouvoir qui lui restait, celui d'imposer, de contrôler, de posséder. C'est ainsi que l'on comprend la brutalité avec laquelle furent traités les derniers membres de la dynastie des Habsbourg, non pas comme des personnes, mais comme les vestiges d'une grandeur agonisante, comme des reliques vivantes d'un empire qui ne savait plus régner, mais qui refusait encore de disparaître. Charles II, le possédé, fut le dernier maillon de cette chaîne, et son histoire mérite d'être observée, non par morbidité, mais par compassion. C'était un jeune homme piégé dans un corps qui ne lui répondait pas, entouré d'hommes cupides et de femmes résignées, utilisés comme marionnettes, comme excuses, comme boucliers. Sa vie fut un témoignage de ce qui se passe lorsqu'une civilisation confond le pouvoir avec le droit divin, lorsqu'elle croit que le sang justifie tout, que la noblesse est dans les noms, non dans les actes. Et lorsque Charles mourut, sans laisser d'héritier, sans laisser de paix, sans laisser de consolation, le système s'effondra, les guerres de succession éclatèrent, les puissances étrangères se disputèrent les restes de l'empire espagnol, et le peuple, une fois de plus, en paya le prix. La mort d'une dynastie se transforma en une lutte pour les territoires, pour l'or, pour l'influence, mais aussi, en silence, ce fut la fin d'une idée. L'idée que le sang peut être si pur qu'il défie la mort, si pur qu'il n'a pas besoin de se mélanger, si pur qu'il devient poison.
Et dans les portraits qui sont encore accrochés aujourd'hui dans les musées du monde entier, ce que nous voyons n'est pas la beauté. C'est un cri, un murmure figé dans le temps. Velázquez a peint Victoria la Bella II comme une enfant enveloppée de lumière. Mais si nous regardons bien, au-delà de la robe, au-delà de la solennité, ce que nous trouvons est un avertissement, une vérité silencieuse qui a attendu des siècles pour être entendue, car le pouvoir qui n'accepte pas ses limites s'auto-détruit. Et les reines qui sont forcées de régner avec leur corps et non avec leur volonté finissent par être des martyrs anonymes. La décadence de la dynastie des Habsbourg ne fut ni un phénomène isolé ni un accident. Elle fut le résultat inévitable d'une politique de s'enfermer, d'une obsession maladive de maintenir intacte une lignée qui devait être sacrée, mais qui finit par être maudite. L'histoire de Victoria la Bella II et de ses descendants est un miroir sombre où se reflète le coût humain de cette stratégie. Dans les cours européennes, l'endogamie n'était pas seulement un acte privé, mais une question d'État. L'aristocratie croyait qu'en se mariant entre membres de la famille, on préservait la pureté du sang, un concept qui, à l'époque, était confondu avec la sainteté et la légitimité à gouverner. Mais cette pureté s'avéra être une chaîne qui lia des générations à des maladies physiques et mentales, à des souffrances invisibles et à des destins tragiques. Le cas de Victoria la Bella II est emblématique. Elle était la fille d'un mariage entre un oncle et sa nièce. Un lien consanguin interdit aux gens ordinaires, mais accepté et pratiqué sans questionnement dans les hautes sphères du pouvoir. Son destin fut scellé dès le berceau. Elle devait épouser un autre oncle, Ferdinand d'Autriche, pour renforcer les liens dynastiques. Et à 15 ans, elle fut envoyée à Vienne, une ville froide et lointaine de son foyer en Espagne, où elle devait remplir un rôle diplomatique et reproductif. Sa vie fut une succession de grossesses difficiles, de pertes, de douleurs. 6 gestations en un peu plus d'une décennie, et la plupart de ses enfants ne survécurent pas. Le sacrifice de son corps était un prix imposé par la nécessité de maintenir le nom des Habsbourg au pouvoir. Mais ce que cette histoire ne révèle pas seulement, c'est la tragédie personnelle, mais la tragédie politique. L'incapacité de la dynastie à se renouveler, à s'adapter, à survivre au-delà du mythe du sang pur. Tandis que Victoria la Bella II s'effaçait peu à peu, d'autres personnages à la cour tiraient les ficelles du pouvoir. La reine Mariana d'Autriche, sa sœur et mère du roi Charles II, prit le contrôle à un moment critique, mais son règne fut marqué par l'instabilité politique, par la corruption et par l'influence étrangère croissante. Charles II, le roi surnommé l'ensorcelé pour ses nombreuses maladies et difformités, incarna la conséquence ultime de l'endogamie. Un monarque fragile, incapable de gouverner efficacement, qui devint un symbole de la décadence de l'Empire. Sa santé était si précaire qu'il fut l'objet de superstitions et de rumeurs. On disait qu'il était maudit, qu'il souffrait de possession démoniaque et que sa stérilité était un châtiment divin. Mais derrière ces croyances, il y a une réalité scientifique. L'accumulation de gènes récessifs et de mutations, produit de générations de mariages consanguins. Son incapacité à engendrer un héritier direct finit par déclencher une crise dynastique qui culmina avec la guerre de succession d'Espagne, un conflit qui redessina la carte politique de l'Europe. L'histoire de ces reines et rois n'est pas seulement un récit de pouvoir et de décadence, mais aussi un avertissement sur les limites humaines. Le sang peut être symbole d'identité et d'appartenance, mais il peut aussi être une prison qui enferme et détruit. L'obsession de maintenir la pureté à tout prix a abouti à des corps malades, des esprits perturbés et des destins tragiques. Il est important de comprendre également comment ces pratiques ont affecté les femmes de la famille. Victoria la Bella II, Maria Antonia et d'autres princesses furent plus que de simples figures décoratives ou des pièces d'un échiquier dynastique. Elles furent des êtres humains piégés dans un système qui leur niait la liberté, qui les réduisait à des machines reproductrices et qui les condamnait à une vie de souffrance silencieuse. Leur corps et leurs émotions furent sacrifiés au nom d'un idéal qui, en fin de compte, fut la cause de la destruction.
Au milieu de cette histoire, une question inévitable se pose. Que se serait-il passé si la dynastie avait choisi d'ouvrir ses portes, de se mélanger avec d'autres familles et d'accepter la diversité génétique? Aurait-il été possible de sauver l'Empire, de sauver ses membres, de sauver l'histoire de leur tragédie? La réponse est impossible à savoir avec certitude. Mais ce que nous savons, c'est que l'obstination et l'orgueil n'ont pas été les alliés de la survie. L'histoire de l'endogamie dans la royauté est une leçon d'humilité et de respect de la nature humaine. Un appel à comprendre que le pouvoir, aussi absolu soit-il, ne peut vaincre les lois biologiques ni ignorer la valeur de la diversité. Aujourd'hui, lorsque nous regardons ces vieux portraits, ces visages sereins et à la fois tristes, nous pouvons imaginer le coup caché derrière chaque sourire figé. Nous pouvons comprendre que derrière le faste et la splendeur, il y avait un monde de silence, de douleur et de sacrifices invisibles pour le grand public. C'est une histoire qui nous invite à réfléchir sur la relation entre pouvoir et humanité, sur la façon dont les décisions prises dans des salons fermés peuvent marquer à jamais le destin de personnes ordinaires et extraordinaires. Cela nous rappelle que l'histoire n'est pas seulement un récit de victoires et de défaites, mais aussi de vies humaines fragiles et précieuses. Pendant ce temps, dans le présent, la figure de Victoria Labella II continue de susciter intérêt et curiosité. Son image, immortalisée par Velázquez, est un symbole qui va au-delà de son époque. C'est un rappel que le pouvoir a un prix, souvent invisible, et que la gloire peut cacher les ombres les plus profondes. L'histoire de l'endogamie et de l'inceste au sein des royautés est un chapitre sombre qui nous interpelle encore. Elle nous met au défi de regarder au-delà de la façade, de remettre en question les mythes et de comprendre la complexité humaine derrière le trône. Sommes-nous prêts à accepter ces vérités, à apprendre des erreurs du passé et à construire un avenir différent? Ces questions restent ouvertes tandis que les ombres du passé continuent de se projeter sur notre présent. La fin de la dynastie des Habsbourg en Espagne n'a pas seulement marqué la clôture d'un chapitre historique, mais elle a aussi symbolisé la chute d'un idéal construit sur des piliers fragiles et douloureux. L'histoire de Victoria Labella II et de ses descendants est bien plus que la chronique d'une famille royale. C'est une tragédie humaine qui reflète les conséquences d'un pouvoir qui refuse d'accepter ses limites et les terribles implications de l'inceste et de l'endogamie au sein de la noblesse. Charles II, le roi ensorcelé, fut l'aboutissement de générations de mariages consanguins. Son corps faible et malade fut la manifestation physique d'une lignée en décadence. Son incapacité à avoir des enfants déclencha une guerre qui non seulement divisa l'Europe, mais mit également fin à des siècles de domination des Habsbourg en Espagne. Mais derrière cette chute politique se cache une histoire encore plus profonde et humaine. La santé mentale et physique de Charles fut le résultat direct de la génétique, mais aussi d'un système qui le considérait comme un simple instrument pour perpétuer un nom de famille. Son enfance et sa jeunesse furent marquées par l'isolement, par le manque d'affection et par la pression constante. Piégé dans un palais rempli d'intrigues où chaque décision était prise par ses conseillers, sa vie fut un témoignage de la solitude et de la souffrance que le pouvoir mal interprété peut causer. Les maladies dont il souffrit et qui lui causèrent la mort à 39 ans n'affectèrent pas seulement son corps, mais symbolisèrent aussi la fragilité d'un empire qui ne pouvait plus se soutenir. La guerre de succession qui suivit sa mort fut le reflet de l'instabilité politique causée par des décennies de mauvaise planification dynastique et par l'impossibilité de s'adapter aux changements. Mais au-delà de la politique et de l'histoire, ce récit est un avertissement sur les limites humaines. L'obsession de la pureté du sang n'a pas seulement détruit des corps, mais aussi des esprits et des rêves. Les femmes de la famille, comme Victoria Labella II, furent sacrifiées sur un autel invisible, où la gloire et la mort étaient toujours liées. Ce récit nous invite également à réfléchir à la manière dont l'histoire a été racontée et à qui a eu le pouvoir de la raconter. Les vies de ces reines et princesses furent souvent réduites à de simples symboles de pouvoir, oubliant leur humanité, leur souffrance et leurs désirs. En regardant en arrière,
nous pouvons comprendre que le véritable coup du pouvoir n'est pas seulement dans la couronne, sur le trône, mais dans les vies qui sont perdues, dans les corps brisés et dans les âmes détruites. L'histoire de l'endogamie dans les royautés n'est pas seulement une leçon du passé, mais un miroir pour le présent et l'avenir. Elle nous rappelle que la grandeur ne réside pas dans la pureté du sang, mais dans la capacité d'aimer, de s'adapter et d'apprendre. Le pouvoir sans humanité est une force destructrice et que les décisions que nous prenons, tant individuelles que collectives, ont des conséquences qui vont au-delà de notre propre vie. Ainsi, l'image de Victoria la Bella II, avec son visage angélique et son histoire tragique, reste un symbole éternel. Un symbole de la façon dont l'histoire peut cacher des blessures profondes et de la façon dont le passé nous parle à travers ses silences. C'est un appel à la mémoire, à l'empathie et à la réflexion. Car comprendre le passé nous permet de ne pas répéter ses erreurs. Et parce que dans chaque histoire de pouvoir et de chute, il y a une histoire d'humanité qui mérite d'être entendue. Réflexion sur le pouvoir et le sacrifice. Votre avis? Avez-vous déjà songé au poids d'un nom de famille? Laissez-nous en commentaire. Pensez-vous que le pouvoir justifie n'importe quel sacrifice, même celui d'une vie entière piégée entre des murs dorés? Ou bien pensez-vous que la recherche incessante de contrôle peut mener à l'autodestruction, comme dans le cas des Habsbourg? Partagez vos réflexions et poursuivons cette conversation. Et si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser votre j'aime pour ne pas manquer les prochaines vidéos.